Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, mais pas de Frank. OK, c'est Joey. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. C'est ça, on est pogné avec. Les cadres dans le réseau de la santé. Tu sais, on nous avait vendu un gouvernement efficace, un gouvernement de droite, un gouvernement qui allait couper des postes au gouvernement. C'est pas arrivé. Touloulou. Yes, ben oui, c'était la nouvelle justement qui était en une hier des majorités des grands journaux. Le nombre de cadres en santé augmente sans cesse depuis 5 ans et leur salaire combiné dépasse maintenant le milliard de dollars. C'est malade. Mm. C'est vraiment malade. Je vais vous montrer l'infographie que le Journal de Montréal a faite, là. Regardez ça. 9 555 en 2019-2020. Là, on est à 13 000. C'est une augmentation de plus de 30 en 1, 2, 3, 4 ans. 30 de plus de cadres en 4 ans. Je veux dire, Continuons! on n'a pas augmenté la population du Québec de 30 là. Ça, c'est pas arrivé. Mais là, tu te dis, voyons, quel genre d'entreprise fait ça? Quel genre d'entreprise va augmenter la quantité de cadres à l'intérieur de son entreprise aussi rapidement, aussi dramatiquement? C'est facile de blâmer la CAQ. Il ne faut pas oublier qu'il faut blâmer également les libéraux là-dedans. Parce que, tu sais, quand on nous promet des centralisations, comme Dr Barrette a fait à l'époque, ce qui n'est pas dit, en fait, c'est qu'on dit on va avoir des économies d'échelle, on va fusionner, blablabla. Ce qui n'est pas dit, c'est que la job qui était faite par le cadre avant, ben, il y a quelqu'un d'autre qui doit la faire. Donc, quand on arrive et qu'on fusionne les postes des têtes dirigeantes qui coûtent cher, apparemment, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils remplacent ça par une tonne de coordonnateurs en bas, puis de directeurs, puis de vice-présidents, puis de ci, puis de ça. Là. C'est ça, puis on semble pas vouloir abolir pour de vrai un poste. C'est comme, oh non, il faut juste le modifier, il faut le fusionner avec un autre. C'est jamais une suppression totale. C'est tout le temps, non, on le mélange, on le rentre dans le melting pot, ou je sais pas trop quoi. Là. Ah, puis c'est fou parce que, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques jours sur Patreon, avec notre gang, on avait une demande d'accès à l'information où est-ce qu'on avait tous les postes du réseau de la santé au grand complet de 324 000 personnes. Donc, on n'avait pas les noms des gens, mais on avait qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, tu sais, à un moment donné, puis évidemment, les médecins ne sont pas là-dedans parce que ce pas des employés du secteur public. Et les cadres n'étaient pas à l'intérieur non plus. Mais tu regardais ça, puis tu te dis, hey, attends une minute, là, il y a du brasseux de papier là-dedans, comme c'est pas possible. Ah ouais. Des agents, des agentes. Adjoints de ci, adjoints de ça. Il y en avait au-dessus de 50 000. Les brasseux de papier, là, c'était quasiment 1 sur 6. Puis tu avais les infirmiers, infirmières, tu avais les techniciens, tu avais les préposés de toutes sortes. Ces gens-là représentaient à peine la moitié du workforce. C'était à peine la moitié des gens sur la masse salariale qui donnaient réellement des soins à la population. C'est ça, parce que les cadres, pour les gens qui ne sauraient peut-être pas, mais les cadres, c'est vraiment pas des personnels soignants. là. C'est vraiment des gens, c'est des bureaucrates. Là. Ben, c'en est des anciens souvent oui. Mais je veux dire, les cadres, c'est eux autres qui coûtent cher. C'est Et ça. là, tu es là, tu te dis, Christy, c'est-tu normal qu'il y ait autant de cadres pour un réseau de la santé? Mais c'est surtout que ça allait augmenter si vite. Je veux dire, c'est pas juste la faute de la CAQ, comme je dis, la réforme Barrette a beaucoup à voir là-dedans. Mais je veux dire, Christian Dubé à la santé, puis Marge Simpson non plus, avant, n'a pas réussi à mettre le break. Là. Fait que, tu sais, le gouvernement Legault, qui nous a été vendu en 2018 comme étant un gouvernement qui allait être efficace, de centre-droit, avec une sensibilité pour les poches des citoyens et tout ça, on se rend compte que tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de nous augmenter toutes sortes de taxes de toutes sortes d'un bord et de l'autre. Ah, ils nous ont donné une petite baisse d'impôts. Oui, ils vous ont donné 1%. Vous n'êtes pas fin, un petit chèque de 500$. Puis vous ont donné une année que votre permis de conduire coûtait quasiment rien. Qu'est-ce que vous avez à chialer, vous autres? Là? Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on les a vus, les autres augmentations de taxes que vous avez faites, les clowns. Puis c'est surtout aussi qu'ils se sont endettés comme c'est pas possible. Tu sais, je veux dire, le budget est hors de contrôle.
Ça veut dire que les augmentations de taxes ne sont pas terminées. Elles sont insuffisantes présentement pour. Tu sais, on est dans une période faste économiquement. Oui, il y a un ralentissement, il y a eu un début de récession au Québec. Mais justement, avant ce début de récession-là, l'économie roulait à fond de train, puis l'argent pleuvait au gouvernement avec l'inflation, entre autres. L'argent pleut dans les coffres de l'État. Ils ont été incapables de négocier comme du monde avec le secteur public. Fait qu'on est vraiment dans une position là, que tu es là, tu te dis, oh les shit, le mur s'en vient. Puis le mur, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à exactement ce graphique-là qu'on a passé. C'est que petit à petit, il y a toujours des gens qui sont engagés, puis que tu peux plus te débarrasser après, là. C'est ça, Avec t'es les pas capable. conventions collectives, tu peux pas te débarrasser de ce monde-là. Ah, vive les syndicats. Ben justement, en parlant, tu parlais de Gaétan Barrette. Il a commenté ça justement à Cube Radio hier, puis il en a sorti quelques-unes assez intéressantes. J'ai cru d'entendre ta réaction. Le premier extrait est un peu long, pour 1 minute et demie, mais ça explique un peu le tout. Fait que... Les cadres, là, c'est pas des gens qui sont syndiqués au sens là, de la FIC, de la CSN, de la F3S, ce genre de choses-là. Ils ont une association de cadres qui négocie avec le gouvernement. Puis à la fin de la journée, il y a une échelle de salaire qui va de 1 à 16. La personne qui a le plus haut chiffre, évidemment, c'est le PDG. Et la rémunération des cadres, elle est dépendante de la grosseur de l'organisation. Alors, c'est sûr qu'avec les CIS, les SUS, les hôpitaux universitaires, et là, ça devient très gros, là. Un CIS, là, grosso modo, ça peut avoir 15 000 employés. Alors, 15 000 employés, quand tu regardes la cloud, bon, ben, quelque part, il y a une justification pour le salaire, mais c'est normé. Et là, il y a des éléments de nuance. Et les éléments de nuance, dépendamment de la grosseur. Par exemple, il y a un 6 aux îles de la Madeleine parce que c'est une île. Le salaire est moins élevé que comme c'était le 6 du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Alors, il y a ces nuances-là. Puis là, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est pas au plus fort la poche, c'est en fonction de la grosseur de l'organisation. Et là, quand tu lis l'article, il y a un côté particulier qui est celui des cadres médecins. Les cadres médecins, là, ils sont payés par l'État et ils gèrent des médecins, comme par exemple en santé publique. Ben, crois-le ou non, là, quand il y a eu une négociation avec la FMSQ, j'étais là à cette époque-là, la rémunération des médecins, incluant les médecins de santé publique, a tellement augmenté que les postes de gestionnaires en santé publique, les directeurs régionaux, tout le monde a sa question. Puis il continue par après, en tout cas, je te coupe, vas-y, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que c'est de l'anecdote, Gaétan, t'as créé un fucking monstre, buddy. Tu sais, oui, ça se passe sur les années de la CAQ, là, mais le point de départ de tout ça, c'est ta réforme centralisatrice. Évidemment, Christian Dubé n'a rien fait pour aider. C'est encore plus centralisé, puis avec l'agence qui vient de créer, ça va être encore pire. Là. Mais man, on s'en crisse-tu de tes anecdotes? Le PDG des îles de la Madeleine, c'est normal qui paye un petit peu moins cher, qui est pas à Montréal, puis hey, ta gueule, là, c'ti. Man, tu nous coûtes un bras, buddy, avec tes décisions de cave. Là. Mais il y en a sorti un que j'étais surpris quand il sort une bonne. On dirait que c'est ça, depuis qu'il est plus ministre de la Santé, il se déconfine un peu. C'est un drôle de mot, mais c'est pas mal assez à la mode. Il y en a sorti une, justement, par rapport au PDG qui sacré le cas Santé publique. Il y en a sorti une sucrée sur le docteur Arruda. Hey, je vais te raconter une bonne. Là. À un moment donné, Horacio Arruda, qui était le directeur national de santé publique, ben lui, il fallait le payer à une hauteur qui soit comparable à ceux que lui dirigeait. Sans ça, il s'en allait. Puis c'était comme ça pour tous les directeurs régionaux. Alors, on leur faisait cumuler des postes pour qu'ils arrivent à une rémunération concurrentielle parce qu'il n'y en avait plus de directeurs. Il n'y en avait plus parce qu'eux autres, ils se comparent à d'autres médecins, ce qui fait que pour des cadres de même niveau que d'autres employés, bien, si on voulait avoir des cadres du côté de la santé publique, il fallait les payer à la hauteur approximativement de la moyenne des médecins qu'ils géraient. Sinon, on n'avait pas de cadre. Alors, c'est la même chose pour les directeurs de services professionnels qui sont des médecins. Moi, je l'ai vu dans mon hôpital, on n'avait plus. On n'avait juste plus. Alors là, si on voulait en avoir parce qu'il en faut, ben là, il a fallu les payer. Alors, c'est ça qui explique que des cadres médecins, pour les avoir, sont payés plus qu'un cadre régulier. Mais tu vois que les cadres, ils gagnent bien leur vie pour leur position, mais c'est en fonction d'une grille qui est standardisée et qui est convenue entre les parties. On s'en calisse, il y en a 35 % de plus. Non, mais sérieux, là. Gaétan, c'est pas ça le point. C'est pas la hauteur de leur salaire.
C'est la quantité qu'il y a. Voyons! Je m'en fous de tes anecdotes. Ouais, un ratio, fais-lui monter son salaire un petit peu, là, parce que là, il n'est pas content. Les médecins gagnaient plus que lui. Puis pourquoi tu ramènes tout au médecin? C'est pas ça le point. Ben, c'est pas ça. C'est zéro ça le point, man. C'est la quantité de cadres, le point. Puis des cadres, quand il y a des cadres à la tonne, qu'est-ce que ça fait? C'est de l'inefficience. C'est une démonstration d'inefficience, d'inefficacité, puis de sclérose à l'intérieur de l'appareil étatique. C'est quand est-ce que les Québécois vont se rendre compte que c'est assez de donner la prestation des services à des incompétents comme ça, que tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est d'engager. Hey, là, on n'avait pas le jouet, il fallait augmenter le salaire, il n'y avait pas de directeur. Tu trouves qu'il manque de directeur, toi? Tu trouves qu'il manque de cadre? Asti! Tu me dis que tu avais de la misère à en engager, que c'était une catastrophe, que tu ne pouvais pas en engager assez. Il y en manque pour de vrai, Gaétan. Tu t'en voulais plus. Il a fallu que tu donnes les meilleurs salaires pour en avoir encore un peu plus. Tu trouves qu'il n'a pas assez? Hey, non, mais là, il a coupé quand même, là, Yann. Il a coupé, là. On passe de 2500 à 10 200. Beaucoup, là, c'est plus qu'un tiers. Quand moi, j'avais fait une réforme, là, les gens l'ont probablement oublié, mais l'objectif était de faire 100 millions d'économies en coupant, grosso modo, un petit peu plus que 1200 cadres. Ça aurait été fait. Mais c'est pas 1200 personnes qui ont perdu leur poste, parce que la majorité de ces postes-là, ils n'étaient pas occupés. C'était des postes budgétés, envoyés à l'hôpital, qui étaient utilisés ailleurs, mais il n'y avait personne sur le poste. Il y en a qui ont été coupés. Ils ont eu une entente de départ, et patati patata, ça a été bien correct. Mais il y en avait un petit peu plus que 1200 qui ont été abolis. Il y en a 2500 de plus. Ça veut dire est-ce qu'ils sont tous remplis, ces postes-là? Là, ça, c'est une autre question. Oui, c'est des vraies personnes. Ils sont tous là. Ça veut dire, quand tu regardes le graphique, là, il y a à peu près 1500 cadres de plus qu'avant la pandémie. Ils sont bien payés, sont plus payés et il y en a plus. Prends ça en considération en sachant que le Québec, en Amérique du Nord, est la place où il y a le plus d'encadrement. Le nombre de cadres par employé, là, pas par organisation, par employé, le Québec a le record. C'est qu'on en avait beaucoup dans mon temps et là, on en a plus que dans ce temps-là. Sa réforme a beaucoup à voir avec ça aussi. Là. Non, je ne l'ai pas aimé, Marge Simpson, puis je ne l'aime pas non plus, Christian Dubé. Là. Mais sa réforme Barrette a beaucoup à voir dans l'augmentation-là. Parce que c'est ça qui arrive avec des réformes. C'est que tu fais ces réformes-là, puis après ça, ben ouais, là, on a besoin de ci, on a besoin de ça, puis là, ça s'ajoute. Mais l'élément déclencheur, c'est souvent la réforme d'avant. Ben oui. Puis là, on va se dire les vraies affaires. Gaétan Barrette, là, avec ses anecdotes, là, puis c'est de la faute à qui? Parce que c'est ça qu'il essaie de faire. Tu dis, bon, ben, vote. Moi, des coups, des bas, il y a du bas, il y a des bas là. J'ai essayé, moi. Là. Non, il y a du bas de vote. Non. Dans le sac, c'est la faute à qui? Ça nous coûte un bras et une jambe, c'est pas efficace. Y a-t-il quelqu'un qui va parler des vraies solutions? Là, il y a un hôpital. Ça va être une entreprise privée qui va le gérer, cet hôpital-là. OK? C'est plus vous autres. Puis le syndicat, s'il y en a un dans l'hôpital, il s'arrangera avec le boss de l'hôpital. Il ne sacrera pas la province au complet en problème parce que tout le monde fait la grève en même temps. Hein? Il faut qu'on décentralise. Oh, on va centraliser, on va avoir des économies d'échelle, on va remplacer des PDG. Ça fait 40 ans qu'on centralise tout. Ça fait 40 ans qu'on centralise tout. Chris, c'est notre un qui va allumer à un moment donné que c'est ça le problème. C'est le système centralisé, le problème. C'est que tout part de Québec. Hey, juste vous rappeler, pendant la pandémie, là, il y a des salles d'opération qui fermaient parce qu'il fallait respecter un ratio qui était déterminé par le ministère de la Santé en haut. C'était même pas le directeur de l'hôpital qui ouvrait ou qui fermait la salle d'opération. Je veux dire, ça ne marche plus, la centralisation. C'est comme les directeurs d'école qu'il faut qu'ils appellent la commission scolaire. Ben là, c'est rendu, les centres scolaires, les centres de services pour savoir s'ils ferment leur école ou pas. Il n'y a même pas l'autorité de la fermer. Non, il n'y a plus rien qui marche avec cette centralisation-là, mais il n'y a pas un putain de commentateur politique au Québec qui est capable de pointer du doigt, non pas le public, la centralisation. C'est ça qu'il faut qu'on arrête. Justement, ben, il y en a peut-être un. Il y a un problème politique qu'on voit partout en Occident, c'est la croissance des administrations. Ouais, oui. Le politique, au mieux, ce qu'il a réussi à faire, c'est de limiter, de ralentir la croissance. Mais c'est les administrations, c'est presque un mouvement qui échappe à la volonté politique,
elles croissent, elles ne cessent de s'étendre. Il faudrait vraiment changer le logiciel là, et faire preuve d'une volonté politique immense pour être capable de tailler là-dedans. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours réservé quand on dit qu'il faut trouver des nouvelles sources de financement pour ci, pour ça. Dans les faits, le financement est directement connecté à l'expansion de la bureaucratie. Et tant qu'on sera pas capable de s'en prendre à ce problème-là, je pense qu'il faut pas prendre un sou de plus dans les poches des contribuables. C'est le principe du starve the beast. Mathieu a raison là-dessus. C'est qu'à un moment donné, s'il y a une possibilité d'avoir de l'argent supplémentaire, la bête a grossi. Qu'est-ce qui arrive de 2021 à 2023 pour que ça l'augmente autant? Pandémie. Ben oui, pandémie, mais c'est pas ça le point. L'inflation. Ben oui. L'inflation qui commence à peu près à mi-2021, vers la fin 2021. Ce que ça fait, cette inflation-là, c'est que ça augmente très rapidement les revenus de l'État de leur côté. Puis la pandémie, juste avant l'inflation, ce que ça avait fait, c'est que ça avait augmenté les profits des entreprises avec tous les chèques à Trudeau. Donc, on s'était ramassé dans une situation où est-ce que les revenus de l'État ont augmenté très, très, très rapidement à partir de 2021. Les dépenses de l'État, eux autres, n'ont pas augmenté. Puis la principale raison pourquoi les dépenses de l'État n'ont pas augmenté, c'est que les conventions collectives n'étaient pas encore renouvelées. Donc, n'importe quel bon gouvernement qui aurait une conscience sociale, ça serait dit, dans 2 ans, il y a une négociation collective qui s'en vient, ça se peut que les salaires des gens augmentent, on va faire attention à nos dépenses tout de suite, donc on va payer la dette avec les surplus budgétaires qu'on a, qui sont out of nowhere, il y a une augmentation forte des revenus, on va payer la dette, puis éventuellement, on sait qu'on va devoir payer plus nos employés. Donc, le budget devrait s'équilibrer par après parce que là, on va être en surplus pendant quelques années. Évidemment, les clowns, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont continué à faire des déficits pour stimuler l'économie, donner des chèques aux entreprises, donner des chèques aux tsunamis, acheter la paix avec la fonction publique, engager plus. Ils ont engagé. L'argent était là. Ils engageaient les tatas. Il y avait de l'argent. J'engage. On a un problème là. On engage un nouveau programme. Ça va bien. Et là, on a l'air de des génies. Ben non, c'est ça. Puis là, la convention collective arrive. Tu négocié. Ouais. Faut augmenter le salaire des employés de 18 %. On prend l'argent où? Je sais pas, il n'est plus. On augmente des taxes. Des taxes sur l'essence, des taxes sur les cartons de cigarettes. Puis... Il n'est plus d'argent. Puis une distinction qu'il faut faire, puis je sais que tu le fais, mais des fois, les auditeurs, en tout cas, ça peut arriver que ça peut paraître un peu con, c'est que c'est pas qu'on blâme nécessairement le fonctionnaire précisément. C'est que justement, le système gouvernemental ou la bureaucratie est tellement mal organisée que justement, elle n'incite pas la productivité. Fait que mettons que, je prends un exemple, tu vas me dire peut-être que je suis généreux, mettons, on a une organisation d'un ministère ou whatever, une agence, que l'organigramme qui est fait ou la gestion des tâches ou whatever, souvent, il y a des doublons, tu travailles dans le vide ou tu travailles en dos pour la même crise d'affaires. Puis, tu as le taux de productivité. C'est pas une situation hypothétique, ça. Non, je le sais. Mais mettons que, justement, le taux de productivité est en moyenne autour de 60-70 %. Ben, c'est sûr que quand tu es rendu au top de ton 70, tu te dis, ben là, ça prend de nouveau monde, là, parce qu'on est au top. Ben non, parce que justement, vous n'êtes pas à 100 %, c'est votre organigramme qui ne marche pas. Oui, vous pouvez régler temporairement le problème en engageant plus de monde, mais vous faites retarder l'inévitable. Vous faites juste prolonger. Ouais, c'est la nature de beast. C'est ça. C'est la nature de la bête. L'inefficacité, par définition, est présente partout dans l'appareil public pour la simple et bonne raison que tout le monde qui est en poste là-dedans dépense l'argent des autres. Et aussi, ils sont basés sur l'ancienneté, non pas plus sur la compétence. Oui, mais à la base du problème, c'est ça, c'est que tu dépenses l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pas ton argent. Il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui dépense son propre argent qui agirait de même. Quand tu as quelqu'un d'inutile dans ta compagnie, quand tu as quelqu'un qui te vole du temps, quand tu as un cadre qui est incapable de gérer comme il faut puis d'optimiser le travail de son monde, tu sais quoi, il arrive, il passe à job. Il passe à job. Parce que le boss, c'est son argent. Puis il dit là, à un moment donné, je pense que j'en ai pas pour mon argent. Je pense que je te mets dehors. Puis là, il y a toutes sortes de normes pour empêcher ça, puis qui ralentit la productivité de nos entreprises. Mais même à ça, ça finit par arriver. Dans l'appareil étatique, ouais, comment ça, ce job-là n'est pas fait? Ouais, Gérard pas vaillant. Non, c'est pas ça qu'ils se disent. Ils disent, on s'en crisse que Gérard soit pas vaillant. On va engager Georgette. On va engager un autre. Il y a le budget, de toute façon. Là, Georgette, elle rentre.
Elle fait un job, tout ça, elle travaille un peu plus vite que Gérard, puis là, Gérard va avoir « Hey, slack, qu'est-ce que tu me fais mal pareil? » Et surtout que les budgets gouvernementaux, c'est le principe que, autant au niveau des hôpitaux que plein d'autres affaires, c'est que si une telle année, mettons, on prend un chiffre hypothétique, tu as 400 000 $ de budget, Ben oui. mais l'autre année d'après, tu réussis à faire tes mêmes rendements, mais avec 380 000, mais ils vont te donner 380 000 l'année d'après. Fait qu'il y a autant l'incitatif de devoir dépenser sur des niaiseries et 36 millions de boîtes de crayons juste pour que tu aies le même budget que l'année d'après. Non, mais ça arrive tout le temps. Ça, Ah oui. ça arrive tout le temps dans tous les ministères, puis même pas dans les ministères, vraiment au bas de l'échelle. Là. Tu sais, une anecdote, on l'a vécu un peu au volleyball cette année avec les gars. Maintenant, ils sont arrivés avec plein de nouveaux ballons, puis il y avait le budget, puis il fallait dépenser le budget. Puis c'est pas unique au Québec, hein, c'est partout pareil sur la planète. C'est ça qui est assez spectaculaire là-dedans, c'est que oui, on pousse le bouchon vraiment plus loin au Québec en termes d'inefficacité puis de présence étatique dans notre économie qui est beaucoup trop grande. On est très français de ce côté-là, malheureusement. Mais ce qui touche ces organisations-là, puis le point de Mathieu est très bon de ce côté-là, c'est des choses qui touchent toutes les organisations gouvernementales sur la planète. D'abord et avant tout parce qu'ils ne dépensent pas leur propre argent, mais également parce qu'ils ne sont pas mis en compétition. À un moment donné, vous voulez des services publics universels. Vous voulez que les services publics soient accessibles à tout le monde. Je suis capable de comprendre ça. Vous ne voulez pas le système de santé américain qui fait en sorte que vous pensez qu'il y a du monde qui meurt dans la rue. C'est pas vrai, by the way. Mais mettons que vous pensez ça pour de vrai. OK, vous ne voulez pas. Vous voulez que peu importe vos revenus, vous ayez accès à des services de santé. Ça, c'est fondamental pour chacun de nos Canadiens. Nos petits Canadiens veulent être différents des Américains. Là. Ils veulent que tout le monde ait accès au système de santé, peu importe leurs revenus. Fair enough. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Vous voulez que ce soit gratuit? You know what? J'ai pas plus de problème avec ça. Je pense que c'est pas intelligent, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais tu es capable d'accomplir ces deux objectifs-là en laissant des entreprises privées, compétitives, se battre entre elles pour avoir des clients. Tu es capable quand même d'accomplir ces objectifs-là si tu laisses l'entreprise privée desservir la population, offrir les services, se chamailler pour l'efficience entre elles. Puis ça va fonctionner. Il n'y a personne qui va mourir dans les rues. Le système va être universel, puis il va même pouvoir être gratuit pareil, là. L'assurance médicaments, là, ça existe au Québec. Puis, c'est pareil que comme la RAMQ. Là. C'est fourni par de l'entreprise privée, puis ça fonctionne. Voyons. Souvent, même, ça coûte moins cher. Non. Non? Ah, OK. Non, parce que le gouvernement, son avantage, tu sais quoi? Mmh. C'est qu'il contrôle les prix. Ah, d'accord. Le gouvernement il dit ah, c'est ça que tu payes, puis c'est tout. Puis si tu ne peux pas charger plus cher, puis il y a la loi de son bord. Mais s'il n'y avait pas ça, on s'entend que ça coûterait plus cher au gouvernement. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais il passe des lois. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que s'il n'y avait pas le système d'assurance médicaments privé sur le site du système de médicaments public, ben, si c'était le gouvernement qui donnerait les médicaments à tout le monde, à peu près toutes les pharmacies du Québec seraient en faillite. Là. Parce que s'il y avait le prix du gouvernement qui les patients RAMQ, ils ne feraient pas une Christie de scène. C'est les gens de l'entreprise. Les gens ne le savent pas tant que ça, là, mais les gens qui payent de l'assurance collective dans des entreprises privées, c'est vous autres qui financez le système d'assurance médicaments au complet pour tout le monde. C'est carrément comme ça. Parce que si on étendait la RAMQ à tous les gens au Québec, ben, les pharmacies ferment. Il n'y a plus d'argent à faire avec ça. Non, c'est ça. Mais ça, bon, en tout cas, c'est un autre sujet. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les Québécois, il va falloir qu'ils se rendent compte que c'est possible d'avoir un bon service à la clientèle avec des entreprises privées, mais ça serait possible aussi pour nos services publics. Là. Ils pourraient être fournis par l'entreprise privée qui est mise en compétition. Puis, oui, on va mettre les nuances habituelles pour pas trop vous ayez peur des méchantes entreprises privées capitalistes qui veulent faire des profits. Ouais, PPP, puis toutes ces affaires-là. Ça peut être aussi des corporations, des coopératives, puis toutes ces astiniaiseries-là. OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Ça peut même être des OSBL, si ça peut vous permettre de vous sentir bien. Mais je ferais sacrément plus confiance à un organisme de charité qui gère un hôpital qui a ces astis de pas bons-là, que tout ce qu'ils pensent, c'est augmenter leur fonds de pension, augmenter leur salaire, négocier avec leurs syndicats leurs avantages sociaux. Tu sais, il est temps.
Ouais, Gaëtan. Juste rapidement, avant de passer au prochain sujet, que je voulais absolument qu'on jase dans la partie live. Écoute, au fédéral, c'est pas mieux. Aujourd'hui, on y en parle. Au moins 2350 employés fédéraux à plus de 200 000 par année. Ça a sorti dans le journal ce matin. Fait qu'on voit que dans les deux paliers principaux, ça n'a pas l'air à aller mieux. Ouais, ben justement, autre nouvelle qui vient un peu du fédéral, mais qu'un auditeur m'a envoyé ça hier. Article du Toronto Sun, sérieusement, j'en reviens pas que c'est cette personne-là qui ose présenter ça. Là. Je le mets à l'écran. Le patron de la GRC exprime le désir d'une nouvelle loi pour lutter contre les menaces contre les politiciens. Le commissaire de la GRC, Mike Duhaime avec un E, souhaite que le gouvernement envisage d'élaborer une nouvelle loi qui permettrait à la police de porter plus facilement des accusations contre les personnes qui menacent des élus. La GRC constate une augmentation des invectives dirigées contre les politiciens, y compris des commentaires de même individu à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu le mémo, lui, c'est des incivilités. Oui, c'est ça, c'est des incivilités. On est plus en avance sur le Québec là-dessus. Hein. Les conneries, on est 3 semaines en avance sur tout le monde. Non, les politiciens de porcelaine, là, ils l'ont décidé, c'est des incivilités. Oui. Toutefois, il arrive souvent que le comportement ne réponde pas aux critères du code criminel permettant de porter une accusation de profération de menace. C'est donc parfois un défi, déclare Duhaime. Mais existe-t-il d'autres outils que nous pouvons utiliser? Y a-t-il une autre chose que nous pourrions ajouter au code criminel qui pourrait remédier à cette situation? Ça serait bien de voir si nous pouvions examiner cela, dit-il. Les gens se sentent plus libres d'exprimer ce qu'ils pensent vraiment, ce qui est une bonne chose, mais cela doit se faire de manière civile. Chaque élu a le droit de se sentir en sécurité dans l'exercice de son travail. Ils sont en sécurité. Ils sont vraiment en sécurité. Ils sont tellement en sécurité qu'ils se calissent de nous autres pas mal, en fait. Vraiment. Non, moi, je suis plus capable de ça. Les élus de porcelaine, là. C'est que je suis plus capable. Peut-être que si vous preniez moins de décisions de cave, vous observiez. Puis même à ça, pensez-vous vraiment que dans les années 70, sacrifice, que ça brassait pas en politique? Voyons, calvasse. Dans quel genre de société qu'on vit, là? Les élus sont très représentatifs de la population, là. Mais là, à un moment donné, on va arrêter, là. Hey! L'affaire du cyclomoteur, on n'a pas parlé hier, on en a parlé juste avec Jeff. Là. Tu l'as-tu vu, le kid en cyclomoteur? Oui, ben l'histoire de l'arrestation à Beauport. Oui, on n'a pas parlé de ça pendant tout hier, puis je pense qu'on l'a skippé. Je vais le sortir. On va probablement, vous l'avez déjà vu, on est carrément une journée en retard de ce côté-là. C'est nouveau qui avait sorti cette affaire-là. C'est ça, en fait, c'est l'histoire qu'il y avait eu un rassemblement lors de party de jeunes dans le coin de Charlebourg à Québec, puis il y a un jeune qui a mis littéralement sa mobilette devant le char de flic, puis le char de... C'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'elle est arrivée, les choses? What the fuck? Tu t'es mis devant par exprès, puis tu faisais exprès pour bouger le char de flic. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait arriver, le taouin? Après, tu commences à fesser, c'est vite du char. Tu sais, l'expression poke the bear, là. Tu pas surpris si le bear, il te saute dessus après, là. Ah, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, il l'arrête? Et le pire, c'est que la mère du jeune, elle l'a sorti des médias pour le défendre, semble-t-il. OK, t'as-tu lu l'article? Écoute ça. Bien que le jeune était en tort d'avoir provoqué les policiers, sa mère, Joanie Savard, déplore les gestes des agents. Ils étaient 4 sur mon fils. Ils l'ont ramassé par le casque, a-t-elle confié en entrevue. Selon les vidéos et la version de son fils, les policiers auraient avancé vers la motocyclette et auraient poussé le jeune avec la voiture jusqu'à ce qu'il tombe sur le côté. Par la suite, le jeune aurait donné des coups sur la voiture de police sans faire de marque. Hey, je m'en sac-tu. Sans faire de marque. Je m'en sac-tu. Comme on s'en califfe-tu? Oh, mais il n'y a pas de ligne sur le char, donc c'est correct. Non. Et on s'en sac qu'il n'est pas fait de marque. Il a donné des coups sur le char de police pareil, là. Tu sais, j'ai sacré 3 gifs sur le policier, mais il n'a pas saigné, donc c'est correct. Non. Selon ce qu'on dit, les policiers et la mère.
Puis 2 policiers seraient sortis du véhicule et auraient maîtrisé le jeune avec l'aide d'autres policiers en mettant leurs genoux sur son dos et en lui mettant du poivre de Cayenne sur son visage à travers son casque. Eh oui. Il aurait pu lui casser le cou. Non. A dénoncé Mme Savard en indiquant que son fils mesure 5 pieds 4 et pèse 130 livres. So what? C'est un petit fils, on s'en fout. Ils ont tellement sauvagement ramassé que mon fils a des pocs dans le front et son dos est complètement graffiné. Au petit pit. Veux-tu une médaille? Hey. Alors, premièrement, sa version des faits, on le voit clairement dans la vidéo. Le jeune, il poussait littéralement sur le char de flic. C'est pas qu'il était parqué là, puis d'un coup, le char est arrivé, puis il l'a ramassé. Il a délibérément s'est mis en avant du char de flic. Puis au début, les flics ont dit tasse-toi, il a décidé de rester là comme le tata pour faire le grand chum pour tous ses chums, la clame. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Tu récoltes les conséquences de tes actes. C'est pas juste ça. Il y était une centaine de jeunes, puis ils ont encerclé le char de flic. Là. Le char voulait sortir de l'attroupement. Puis il était juste 4, me semble. Je pense qu'il était 2, puis là, il y en a un autre qui est arrivé par après. Mais tu sais, je veux dire, ils ont encerclé un char de flic à 15 ans. À la base, là, sincèrement, là, 15 ans, ça aurait dû arriver. Des jeunes de même, de cet âge-là, qui encerclent un char non, c'est ça. Pas, ben, plus vieux peut-être, mais pas de cet âge-là. Là. Ben, même plus vieux. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est quoi? Ils vont tout appliquer à l'UQAM demain matin, ce monde-là? Là? Fort possiblement. Hey, mais moi, c'est l'attitude de la mère qui me fait halluciner dans tout ça. Ah non, c'est capoté. Là. Au lendemain des événements, Mme Savard soutient que son fils souffre toujours en raison des nombreuses ecchymoses sur son dos et des pocs sur son visage. Plusieurs contraventions ont été distribuées, blablabla. Je leur ai dit que ça n'avait pas de bon sens, mais l'un des policiers m'a répondu « Est-ce que vous auriez aimé mieux qu'on lui pète un bras? » Quand elle racontait à nouveau. C'est pas normal, ils sont censés avoir des techniques. Ah oui, ils ont des techniques, ils l'ont maîtrisé, puis ils l'ont rentré en dedans. Premièrement, ils n'ont pas tiré dessus, premièrement, ils l'ont pas taisé, il manque pas un bras, oui, il est poqué, fine, mais il est encore vivant, ton jeune, c'est quoi le problème? Toi, si la mère se permet de juger la technique des policiers, je peux-tu juger des techniques de parenting de la bonne femme? Ben oui. Je m'excuse, là, mais t'as pas d'affaire à le défendre dans les médias, puis 2, t'as pas d'affaire à le défendre tout court. Ton petit Chris, là, c'est pas pour rien qu'il fait des affaires de même. Si tu le laisses faire. Ben, tu l'as pas élevé. C'est ça. Tu l'as pas élevé. Voyons, voir, défier l'autorité comme ça. Être devant un char de flic, en plus, c'est comme tabarouette de chose. Tu cherches le trouble en calvaire. Là. Pas le directeur d'école, t'es rendu avec la police. C'est parce que si ça avait été un adulte, là, il y aurait des conséquences graves. Là, ben oui. Il compte-toi chanceux que ce soit un jeune, mais là, je t'annonce que s'il y a 15 ans, ce petit morveux-là, il y a 3 ans pour apprendre à ne pas faire le clown. Parce que dans 3 ans, il ne sera plus protégé du fait que c'est un enfant. Là. Il va être majeur, puis il va être dans le trouble pour de vrai, puis il ne pourra pas sortir la nuit même. Tu sais, si ce gars-là a 18 ans, là, il ne sort pas là, ce soir-là, là, puis il passe devant un tribunal. Tu sais, à un moment donné, là, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui arrive sincèrement à notre société, mais pourquoi l'autorité est toujours en tort là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il est sorti de là avec des ecchymoses. Hey, patin! Good! Non, mais il n'y a pas de blessure, là. C'est ça, good, dans le sens que ça aurait pu être pire. Ben non, ils ont fait le job, Simonac. Il y a tellement des places que, sans va trop caricatural, ben ils tirent avant c'est ça. Ils tirent avant d'être préhendés, là, tu sais. La quantité de jeunes qu'il y a là, s'il y en a un qui fait le clown puis qui décide de sauter ses policiers, ça peut finir mal, là. Ben oui. Tu sais, une chance que c'était plus, comme on dit, il y a plus qui mordait, là. Mais là, tu te demandes, what the fuck? Ben oui, c'est ça qui se passe quand c'est des policiers. Tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas. L'armée n'est pas en arrière d'eux autres. C'est le dernier rempart. Là. Mais en tout cas, non, c'est vraiment là. Dans leur tête, c'est comme non, on aurait fait ça sur le char de police, puis il serait tassé, puis tout d'un coup, c'est quoi, les flics font juste le contourner alors qu'il n'y a pas moyen de le faire parce qu'il y a trop de monde autour, puis quoi, ils sacent le camp. C'est de même votre vision de la société, sérieusement. Là. Et puis on veut pas que les flics arrivent là avec 12 chars non plus. Là. Ben non. Rapport, là. Puis c'est pas une raison de vouloir amener la SWAT team avec les boucliers puis tout non plus. Ils ont fait le job ce qu'il fallait. Mais tabarouette, t'as attaqué le véhicule d'un agent de la paix, chose. Qu'est-ce que tu penses qu'elle est arrivée? Mais moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans ma jeunesse. Un gars assez cave pour attaquer les policiers de main. Moi non plus. J'ai vu des gars faire des conneries en masse dans ma vie. Là. Mais quand les policiers arrivaient, ils arrêtaient. C'était oups.
Ça finissait comme là. Mais genre, à cette heure, avec les Christy de téléphone, puis avec l'information tronquée, le kid, il voulait devenir une vedette, là. Il dit, ouais, je vais être défié, moi, avec mon petit Christy de zézette. Ouais, on m'a passé sur TikTok. On va mettre ma zézette en avant, puis... Voyons, ouais. Moi, j'ai pas de trouble avec ce que les policiers ont fait pantoute, là. Ils l'ont pas tabassé, ils l'ont pas frappé, ils l'ont maîtrisé. Ils l'ont tenu par le casque. Ben oui. Veux-tu qu'ils tiennent par les cheveux à la place? Il est gentil d'avoir le casque. Au contraire, justement, il a été moins blessé à cause de ça. Ah, ils sont incroyables. Ils sont vraiment. C'est ça. Dans la mentalité d'aujourd'hui, tu vois tout ça, là, le défiance de défier l'autorité, government is bad, puis défendre the police, puis les inégalités, puis la société, je sais pas, là, masculinité toxique, patriarcale, whatever. Là. Il y a comme cette histoire-là que l'autorité, c'est comme rendu, je sais pas, c'est subjectif. C'est pas tant. On accepte leur autorité quand ça fait notre affaire, puis le reste du temps, on fait ce qu'on veut. Là. Exactement. Good. On s'en va sur Patreon pour le reste du show. Il reste 1 heure de show environ. Abonnez-vous, 3$ par mois. Il y a des forfaits gratuits aussi pour 1 semaine. D'habitude, on a quand même pas mal de contenu là. Le show dure environ 1h30 normalement. Fait qu'il vous reste presque 1 heure de contenu. Yes.